Bonjour tout le monde. Bonjour, Excellence. Alors, je suivais un peu les introductions. Souvent, je me gardais de rigoler comme dans la salle parce que les artistes sont vraiment du talent. Et je crois que les notaires étaient très contents parce que s'il y avait une grande sensibilisation comme ça concernant leur profession, certainement que beaucoup de clameurs allaient se taire. Voudriez-vous fixer vos appareils et vous effacer parce que je veux regarder ceux qui sont dans la salle aussi pour qu'ils sachent qui leur parle. Vous savez, pour un peu détendre la situation, on a parlé des notaires. Je constate seulement que d'habitude, comme je l'ai dit l'autre jour, quand les notaires ont passé dans nos bureaux, qu'ils sont généralement très discrets, j'allais dire même très secrets. Mais aujourd'hui, ils sont très prolixes. J'ai vu des philosophes, des poètes, des artistes, et on a parlé de Maître Amadou Touré. Il y a un de ces titres que vous avez oublié, deux, qu'il porte à vie. Je crois que vous avez dit que c'est un professeur, mais aussi c'est un ancien ministre. Donc il est non seulement docteur, maître, mais aussi ministre et professeur. Ça, c'est des titres qu'on ne marchande pas, c'est à vie qu'on les a, parce que c'est le fruit de l'effort personnel. C'est ce que je dis souvent au cadre supérieur, que ce qui leur appartient, c'est leur diplôme. Les pouvoirs peuvent changer, mais personne ne peut leur ôter leur diplôme, s'ils l'ont bien gagné en tout cas. Je voudrais aussi rappeler la suite du poème du poète notaire que la haute trahison contre l'État malien depuis plus de décennies, c'est bien entendu l'affaire de la communauté internationale. Mais il ne faut pas qu'on oublie notre part de responsabilité. Il est établi aujourd'hui, je le sais, que déjà en 2000, certains experts de l'Union européenne avaient envisagé, à l'issue d'une grande réunion stratégique dans une capitale africaine, l'hypothèse d'avoir des forces armées de l'Union européenne dans le Sahel à l'horizon 2000-2015. Ça, c'est déjà en 2000. Et imaginez-vous, la délégation malienne, conduite par une personnalité dont je vais taire le nom, était l'une des premières à justifier une future présence militaire de l'Union européenne dans le Sahel. Donc en réalité, tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas l'effet du hasard. C'est des combinations de certaines élites extérieures et des élites nationales sur le dos de nos populations. Il est donc bon, si vous ne le savez pas, en tout cas les dirigeants sachent que dans ce qui nous arrive, il y a une grande part de la communauté internationale, mais il y a aussi notre propre part. Parce que chaque fois qu'on ne pose pas les bonnes questions, on se trompe dans les solutions. Les difficultés des Africains sont certes issues d'une certaine instrumentalisation, mais certains citoyens africains sont responsables. Ceci dit, mesdames et messieurs, je ne vais pas citer tous les noms ici parce que je risque d'en oublier un. Les différents présentateurs en ont suffisamment cité. Donc, au risque de ne pas en oublier un, je vais me référer à ce que les poètes, les bâtonniers poètes, le président de la commission scientifique, le président de l'ordre des avocats, de l'ordre des notaires ont déjà cité.
c'est suffisamment complet pour que je ne revienne pas là-dessus, parce qu'il n'y a aucune information dans ce que je vais dire. Sauf à oublier certains qui vont avoir l'impression qu'ils ne sont pas importants. Or, dans cette salle, et hors de cette salle, tous ceux qui suivent cette cérémonie spécifiquement sont très importants pour la cause. Je voudrais cependant saluer de façon spécifique la présence massive des membres du gouvernement. Vous savez que beaucoup ont laissé leurs activités ce matin pour se consacrer à cette cérémonie, qui était fixée initialement à 9h, après 10h. Donc vous imaginez que presque toute leur matinée est partie. Et je sais combien de dossiers ils ont. Ce qui fait que certains vont travailler certainement juste dans la nuit. Je voudrais donc les saluer de façon spécifique pour s'être mobilisés massivement pour montrer toute l'importance que le gouvernement accorde à cette activité de refondation de la justice malienne. Et aussi montrer leur solidarité avec leurs collègues de la justice et leur soutien. Je voudrais donc les saluer pour cela. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de cette cérémonie marquant l'ouverture du premier forum des États généraux du notariat malien. Je voudrais, au nom de son Excellence, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et à mon nom propre, remercier l'ordre des notaires du Mali de cette belle initiative consistant à regrouper l'ensemble des membres de votre corporation pour un examen sans complaisance de l'état de la profession afin de tirer les engagements permettant de donner les meilleures orientations possibles pour le présent et l'avenir du métier de notaire. Tout en félicitant l'ordre des notaires pour cette belle et heureuse initiative, je voudrais louer hautement et apprécier la méthodologie et l'approche du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, quant à l'objectif qu'il vise à travers l'organisation des États généraux pour chaque ordre professionnel avant la tenue d'un forum national permettant d'agréger les recommandations et les États généraux, des États généraux sectoriels et poser un diagnostic général sur l'ensemble du secteur. Vous savez que parallèlement à l'armée qui se bat au front, aux militaires qui sont en train de tomber tous les jours, ce qui rend à mes yeux futile certaines combinaisons politiques qui se passent à Bamako, parce que nous sommes en sécurité, pendant que d'autres meurent. Après donc ce travail magnifique des militaires maliens, auquel j'ai donné le qualificatif que tout le monde sait maintenant, qui a restitué au Mali son honneur et sa dignité, la question de justice est l'une des préoccupations essentielles des Maliens. J'ai l'habitude de dire qu'un État, c'est la force et le droit. La force pour s'opposer à quiconque veut en imposer au reste de la société. Et le droit pour défendre les plus faibles et obliger à l'organisation de la société, ce qui contribue forcément à l'équilibre et à la paix sociale. Mesdames et messieurs, la tenue des États généraux du notariat malien, après celle de l'ordre des avocats, les 26 et 27 juillet 2023, participe de nouvelles orientations de notre pays, issues des assises nationales de la refondation et aussi sous le leadership et les orientations du président de la transition visant à donner à notre pays de nouvelles assises solides dans tous les secteurs de la vie politique,
économique, sociale et juridique afin de favoriser l'émergence d'un nouvel État à la hauteur des enjeux et des défis actuels et futurs pour le développement de notre pays. Aussi, face à l'évolution de l'environnement juridique, politique, économique et social, il appartient aux organisations professionnelles de veiller à une mise à niveau constante des normes et des règles qui gouvernent leur organisation et leur fonctionnement, mais aussi une réadaptation de leurs membres quant aux nouvelles exigences liées à la réforme, l'éthique et la déontologie. La profession de notaire, à l'instar des autres professions juridiques, n'échappe pas à la réalité au regard des mutations socio-économiques de notre pays, ainsi que le contexte lié notamment à la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux, la spéculation foncière et l'insécurité juridique. Toutes choses qui déstabilisent notre société au même titre que les combinaisons d'une certaine classe qui est condamnée souvent par la population. En réalité, tout ce qui amène des combinaisons pour noyauter la société, pour s'imposer à la société, que ce soit des politiques, des administrateurs, des militaires, en réalité, ils reposent leur action pour lui donner une forme, une couverture juridique, en s'appuyant sur les actes des acteurs du système judiciaire. C'est ce qu'on a vu ici, des maires, des élus qui vendent tout, mais prennent toujours le temps de se couvrir. Je donne souvent le cas aux uns et aux autres, les rails. Vous savez qu'avant, c'est à 50 mètres de rails de deux côtés qu'on ne pouvait rien entreprendre. Il s'est trouvé des gens qui ont tout vendu jusqu'à 10 mètres. Mais ils ne l'ont pas fait seuls. En général, ils mouillent beaucoup de personnes pour être sûrs d'être à l'abri de tout. Et en général, tout pouvoir politique qui vient ne peut rien contre eux, parce qu'ils présentent toujours des textes. Et le peuple se trouve ainsi pris en otage. Certains sont allés jusqu'à construire des maisons sur les rails. Ça, c'est un exemple que je donne. Je pouvais continuer dans tous les secteurs. Mesdames et messieurs, en tant que donc dépositaire de l'authenticité des actes juridiques, le notaire a un rôle primordial quant à la sécurité juridique dont les acteurs économiques ont besoin pour le développement de leurs activités. À cet égard, il n'est nul besoin de soutenir que les potentialités énormes de notre pays, notamment au plan agricole et minier, nécessitent les mesures attractives et rassurantes pour les acteurs économiques dans le but de favoriser des investissements massifs dans les différents secteurs pour le développement de notre pays. C'est à lui que l'État a confié le service public de la preuve et partant une partie de ses prérogatives exorbitantes du droit commun. Par la sécurité juridique de ses actes, il favorise la paix sociale et désengorge les tribunaux. Mesdames et messieurs, le thème central de ces assises, à savoir, je cite, le notaire est un acteur majeur de la sécurité juridique, du recouvrement d'impôts, du développement économique et de la paix sociale, fin de citation, retient mon attention particulièrement, et c'est là pour plusieurs raisons. En premier lieu, cette thématique fait ressortir le rôle du notaire dans l'atteinte des objectifs budgétaires de l'État à travers ses contributions directes et indirectes. En effet, l'important, c'est le volume des affaires traitées par les notaires. Sources d'impôts et taxes pour l'État connaissent une progression d'année en année, à l'image des autres recettes de l'État.
Cette contribution du notaire mérite d'être connue et soutenue par l'État dans une approche globale visant à encourager une économie de plus en plus formelle et sécurisée, offrant plus de visibilité, de lisibilité, de traçabilité dans les transactions et les opérations à caractère économique. En second lieu, la thématique fait ressortir deux aspects qui sont complémentaires et intimement liés et qui sont de haute importance pour tout pays aspirant à son développement. Il s'agit de la sécurité politique, de la sécurité juridique et du développement économique. En effet, il est illusoire et totalement inopérant de vouloir un développement économique sans une sécurité juridique. Tout en admettant que la sécurité juridique interpelle l'ensemble des acteurs judiciaires et juridiques, notamment les juges, les avocats, les huissiers commissaires de justice, les experts judiciaires, il me paraît indiqué de mettre un accent particulier sur le rôle du notaire qui, par les actes passés sous le sceau de l'authenticité dont il est le dépositaire, favorise l'investissement et stimule la croissance économique, mais aussi contribue à la saine concurrence, aux ressources budgétaires de l'État et à la production de données pour une meilleure orientation des politiques publiques en matière économique. Enfin, mesdames et messieurs, en dernier lieu, je voudrais insister sur le rôle du notaire en matière de paix et de sécurité du pays, pour la simple raison que par son contrôle sur les transactions qui se passent par les offices notariaux, il apporte un concours précieux dans la lutte contre le financement du terrorisme et d'autres formes de criminalité transnationale organisée. C'est la raison pour laquelle les offices notariaux occupent une place de choix dans le dispositif de contrôle pour une lutte contre certains maux qui minent notre pays, à savoir la corruption, l'enrichissement illicite, le blanchiment des capitaux, le terrorisme et le financement du terrorisme. Mesdames et messieurs, l'émergence d'une justice moderne, crédible et efficace, à laquelle les citoyens font confiance, passe inéluctablement par des réformes et des innovations, mais aussi par le changement qualitatif de comportement des acteurs de la justice dans tous ces segments. Afin d'atteindre cet objectif, il est du devoir de chaque corporation d'engager les mesures nécessaires avec le soutien du département de la justice. C'est ainsi que ce forum du notariat malien mérite tous les encouragements des plus hautes autorités de notre pays. Aussi, la pratique professionnelle dans certains pays de référence et les expériences de bonnes pratiques partagées à travers les rencontres internationales sont autant de sources d'inspiration pour insuffler une nouvelle dynamique à la profession et de la renforcer pour faire face aux défis actuels et futurs dans un environnement en perpétuelle évolution. Vous avez vu tout de suite, lorsque le président des notaires nous faisait un peu l'historique de la profession, il a parlé de la France de 1789. On a sauté toute cette période pour nous retrouver avec le premier notaire à la République du Mali en 1974. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus, c'est ce qui est dit ici. Moi, j'invite de façon insistante les cadres maliens à regarder la réalité de notre pays. Ce que nous voyons ailleurs doit juste renforcer ce que nous voulons faire. Ce que nous regardons ailleurs ne doit pas servir de socle à ce que nous faisons. Ce que nous faisons doit correspondre aux nécessités vitales, politiques et historiques du moment dans notre société. Les pays que vous avez cités, ils ont une longue histoire, mais vous avez vu que c'est en 1789 qu'il s'est trouvé des dirigeants qui ont dit « mais il faut faire ainsi, ainsi, ainsi ». Donc la même chose chez nous. Il faut qu'on tienne compte des réalités existantes de notre société, renforcer
élargie, approfondie et densifiée par les apports internationaux. Les défis à relever en réponse à cette situation conduisent à se donner une feuille de route déterminant des indications claires quant aux objectifs à atteindre et aux actions à entreprendre. À ce titre, ce forum opte un cadre adéquat pour examiner l'état des lieux de la profession de notaire au Mali et déterminer des orientations appropriées pour le devenir et l'avenir de la profession. Les échanges autour de la thématique permettront de faire l'introspection de la profession en questionnant son passé, en intégrant l'évolution, en examinant certains comportements au regard de la déontologie de la profession, mais aussi les difficultés de l'exercice du métier des perspectives. Ils aboutiront indubitablement à des recommandations à l'avenir sur l'avenir de la profession. Donc j'insiste encore, tout ce que nous apprenons d'ailleurs doit reposer sur la créativité intrinsèque dans nos pays. Moi j'ai fait l'Europe, vous savez, suivant que vous savez en Russie, en Allemagne, en Suisse qui sont voisines de la France, chacun a ses réalités. Vous allez voir les lois, les règles, la façon dont la société fonctionne en Suisse, en Allemagne, en Belgique, des pays qui sont voisins de la France, ne sont pas forcément ce que les Français ont fait chez eux. Et donc nous aussi, à partir du moment où nous voulons refonder, soyons plus créatifs. Regardons les réalités de notre société. Ne prenons pas juste ce qui est pris dans une certaine situation historique dans un pays donné pour l'enrichir et le renforcer. J'insiste sur cet aspect parce que dans tout ce que nous prenons comme décision, ça transparaît. Moi, je me bats tous les jours contre ça, mais c'est très très difficile. Parce que le cerveau a été travaillé. Tout ce qu'on fait, on se réfère à ce qui se fait en France. Alors que les pays qui sont voisins de la France, ils se réfèrent aux réalités de leur pays pour le faire. Si vous lisez le droit pénal dans ces pays, tout ce que nous faisons là, c'est autre chose, conformément à leur réalité. Et donc nous sommes dans une nouvelle dynamique de refondation de l'État du Mali. Entre parenthèses, d'ailleurs, j'ai appris que le président français aussi a créé un comité de refondation de la France. Ça m'a fait rire un peu un moment, parce que au début, tout se moquait du mot refondation. Certains nous disaient, mais qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, c'est tellement bien compris que ceux qui disaient que ça ne représentait rien, eux-mêmes sont en train de le faire. C'est dire tout l'intérêt que nous attachons à cette rencontre, qui se veut un espace d'échange sur toutes les dimensions de la profession de notaire, un moment de capitalisation des expertises et de partage d'expériences, mais aussi et surtout de réflexion, au fin de poser les solutions cohérentes, holistiques, inclusives, efficientes et efficaces. Mesdames et messieurs, après les assises nationales de la refondation, dont certains n'avaient pas compris la pertinence au début, il a fallu beaucoup de persévérance pour que ces assises aient lieu. Je me rappelle quelqu'un qui me disait, mais ces histoires d'assises-là, vous dites que les conclusions vont être obligatoires. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je l'ai vu il y a quelques mois, il me dit, non, vous n'avez pas besoin de m'expliquer, j'ai compris déjà. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le dirigeant de la société, quels que soient les Maliens de bonne foi, quand ils commencent à parler de l'avenir du Mali, ils parlent des assises de la refondation. Parce que les assises, c'était quoi? C'était ceux qui ont mené le mouvement social et politique. C'était les militaires qui étaient au front, abandonnés à eux-mêmes, chagrinés, qui ne savaient pas que faire, et la grande majorité des Maliens. C'est ces trois composantes qui se sont retrouvées pour redéfinir ensemble ce que doit être l'avenir du Mali et par quel moyen il fallait passer. C'est ça les résolutions des assises nationales de la refondation. Donc, ces assises tenues en décembre 2021 et dans le sillage de la mise en œuvre des recommandations prioritaires,
les solutions qui sortiront de votre forum serviront de lanterne pour nous. Car, comme je l'ai souvent l'habitude de le dire, je l'ai répété, je l'ai dit souvent au ministre, dans un pays, vous avez Dieu, vous avez le peuple et les lois. On ne fait pas ce qu'on veut dans un pays. Vous savez la fragilité des États africains. C'est que ceux qui sont au sommet font ce qu'ils veulent. Et dès qu'on les déstabilise, tout l'édifice est déstabilisé. Mais dans les pays dits démocratiques, là, vous verrez même quand vous êtes président, vous êtes premier ministre, vous êtes dans le gouvernement, vous ne faites pas ce que vous voulez. Si vous faites ce que vous voulez contre la société, c'est les lois, les règles que le peuple a définies qui vont vous attraper. Vous avez un président qu'on a jugé dans un pays, il a échappé de justesse d'ailleurs. Ces pays sont stables parce qu'un individu ne fait pas ce qu'il veut. Il y a les lois que le peuple a édictées qui s'imposent à tout le monde. Donc le rôle des dirigeants, c'est de mettre en œuvre ces lois et non pas imposer leur volonté. C'est pour cela qu'il est très important que tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, nous devions le faire sous le prisme de la justice sociale. Votre profession, mesdames, messieurs, est noble et contribue à la paix sociale et donc à la lutte contre l'injustice. Nous devions être exclusivement au service du peuple, car les dirigeants passent et les peuples restent. Ils sont permanents. Je le rappelle souvent dans mes discours par rapport aux dirigeants qui se hasardent à prendre des instructions ailleurs pour sanctionner leurs frères africains. Je rappelle à beaucoup que ces dirigeants vont passer, mais les peuples restent. Je dis souvent aux gens, les Maliens du sud de la côte du Mali, mais c'est leurs frères qui sont au nord de la Côte d'Ivoire. Si les dirigeants de la Côte d'Ivoire et du Mali sont en incompréhension, en bagarre à un certain moment, ils vont passer, mais les peuples là vont rester. C'est pourquoi ceux qui doivent voir loin doivent regarder cela, les intérêts de la population. Mesdames et messieurs, le président de la transition d'ailleurs nous rappelle souvent que le centre de gravité de la gouvernance de la transition doit être le peuple. Faisant en sorte que chacun de nous, à son niveau de responsabilité, puisse avoir comme credo le peuple comme le centre de gravité et le respect des lois comme boussole. Au regard des qualités des personnes présentes à cette rencontre, nous fondons beaucoup d'espoir d'aboutir à des recommandations pertinentes et réalistes au profit de la population, permettant la mise en œuvre d'actions concrètes à court, moyen et long terme sur le devenir de la profession de notaire. Mesdames et messieurs, avant de terminer cette étape de mon intervention, je voudrais réitérer, au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au nom du gouvernement de la transition, mes sincères félicitations à l'ordre des notaires pour cette belle initiative, tout en invitant les autres corporations du secteur de la justice à emboîter le pas aux avocats et aux notaires dans la perspective prochaine des États généraux de la justice. Mesdames et messieurs, je vous ai bien dit que c'est cette phase de mon intervention. Ça, c'était en quelque sorte le discours que j'appelle administratif. C'est un peu les comptes rendus, ce que les techniciens ont écrit, mais le discours politique, il y a eu des éléments qui ont intervenu, mais le discours politique doit parler massivement des réalités, parce que c'est ce qui détermine le reste. Sans un discours politique bien compris, les actes administratifs ne vont pas loin. Ils vont rester entre les grands connaisseurs. Et donc, à présent, mesdames et messieurs, la deuxième étape de mon intervention se rapporte à un aspect de l'actualité nationale, internationale et africaine. Il s'agit précisément du débat entre l'AES et la CEDEAO. Attachez vos ceintures. Jusqu'ici, nous étions en vol automatique.
Maintenant, nous rentrons dans des zones de turbulence. Il faut donc bien attacher vos ceintures. Mesdames et messieurs, comme nous le savons, la confédération de l'AES a été mise sur les fonds baptismaux le samedi 6 juillet 2024 à Niamey. Et l'acte constitutif de la confédération a été paraphé par les éminents dirigeants de nos trois pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta, le général de brigade Abdraman Tchani. J'écoute tous les matins toutes les radios internationales. J'écoute les interventions des citoyens. Je lis la presse. Je vous assure que je me rends compte souvent que certains ne savent même pas de quoi ils parlent. Parce qu'il y a une campagne médiatique internationale de semer le trouble dans l'esprit des Africains, de l'AES, en disant « Mais oui, on est une seule famille, on est en train de sortir de la famille, anga ben, anga faranyonka, sinon on va se diviser. » Mais dans le monde de toujours, est-ce que vous avez vu une décision importante qui n'avait pas été la décision de quelques hommes déterminés qui ont le sens de l'histoire? Aucun des grands dirigeants qui a marqué l'histoire n'est allé chercher le consensus total sur ce qu'il fait. On choisit ce qui est intéressant pour le peuple à un moment donné de l'histoire. Et on prend cette voie, que ce soit par élection. Dans les élections, vous voyez, les présidents qui viennent, ils compétissent, il y a un qui prend, qui gagne. Mais c'est sa ligne qui s'impose à tout le monde, jusqu'aux élections suivantes. Mais il ne vient pas dire, ah, on met tout le monde ensemble. Mais ça, c'est quoi ça? Si vous mettez tout le monde ensemble, vous ne ferez rien. Parce que dans une société, les avis sont contradictoires. Quand un avis prime, c'est lui qui s'impose jusqu'à ce que le peuple ou l'histoire rejette cette ligne et suit une autre ligne. Donc même les dirigeants démocratiques, cette histoire de consensus des dirigeants, tout le monde ensemble, c'est pas ça. Les grands pays, si vous les regardez, à chaque étape de leur histoire, les dirigeants choisissent une voie. Ils l'expliquent au peuple et ils avancent. Si c'est à travers des élections, si ça ne marche pas, on les enlève. Si c'est d'autres voies, on trouve les moyens de les enlever. Mais ils ne viennent pas s'asseoir pour dire que tant qu'ils n'ont pas l'assentiment de tout le monde, ils ne vont jamais avancer. Ça n'existe pas. Et ces pays où on a inventé le terme clivant, parce que moi je sais que ça a été élaboré ailleurs et mis dans la bouche de certains, mais chez eux, ils sont clivants. Chez eux, les dirigeants font ce qu'ils ont dit au peuple, avec quoi d'autres n'étaient pas d'accord, jusqu'à ce qu'ils réussissent ou ils échouent. Et donc les dirigeants de l'AES ont fait un choix au nom de leur peuple. Notre rôle, c'est de l'expliquer à nos peuples, convaincre de la justesse de notre choix et espérer que l'histoire nous donne raison. Et je suis sûr qu'on aura raison. Si l'histoire montrera le contraire, les peuples tireront les conclusions. C'est pour cela que lorsque j'écoute tous ces discours, je me dis, mais il faut quand même donner quelques éclaircissements aux uns et aux autres. Les dirigeants maliens, burkinabés, Niger, ne se sont pas levés comme ça pour quitter les casernes, venir dire qu'ils sont au pouvoir. Mais au Mali, on n'avait plus de pays. Les 80% de notre pays étaient occupés par les terroristes. Ce n'est que dans la capitale qu'on voyage, on fait des meetings, on fait des cravates, mais alors il n'y avait rien. Moi, depuis 2014, je ne peux pas aller dans mon village. Il y a des chefs de parti qui demandent des élections, mais ils ne peuvent pas aller chez eux, faire des élections. Mais le peuple a dit que ça suffit. Il a manifesté pendant des mois. Et l'armée malienne est venue délivrer le peuple malien. Donc les militaires maliens ne se sont pas levés, quitté le front et venir prendre le pouvoir. Ça, c'est le Mali. Au Burkina, c'est une autre réalité. Là-bas, le système démocratique marchait. On a fait les élections. Il y a un président qui est là, une assemblée, tout fonctionnait. Mais c'est l'insécurité encore. Les citoyens ne vivaient pas. Finalement, ils se sont révoltés.
Donc c'est le résultat d'une insurrection militaire qui a mis fin à ce qu'ils appellent le régime démocratique. Au Niger, c'est l'illustration la plus éclatante, où vous aviez un président qui dit à son armée, il ne faut pas vous battre, vous êtes trop faible, vos adversaires sont plus forts que vous. Mais en période de guerre, ça c'est intelligence avec l'ennemi. Ça c'était le Niger. On tuait les gens par milliers. On ne pouvait même pas manifester. Vous vous rappelez quand Barkhane a quitté ici, les Nigériens qui ont voulu dire non. Mais le meneur de la contestation, on l'a tué, on l'a brûlé dans sa voiture, personne n'en parle jusqu'à aujourd'hui. On a terrorisé les Nigériens. Ils étaient obligés d'être cloîtrés chez eux. Vous sortez votre tête, on fracasse. On continue à tuer les militaires. La population était désarroie. Donc les militaires nigériens ne se sont pas levés du jour au lendemain pour venir au pouvoir. C'est pour délivrer ce peuple-là, qui ne pouvait plus parler, qui ne pouvait plus agir. Et donc nos présidents, ils ne sont pas, entre parenthèses, démocratiquement élus, avec souvent des pourcentages qui font honte, mais ils sont le produit de la volonté populaire, des souffrances de leur peuple et de leurs exigences. C'est pour cela que, lorsque le 7 juillet 2024, le 6 juillet a été mis sur les fonds baptismaux la Confédération de l'AES, nous avons vu dès le 7 juillet se tenir à Abuja une réunion de la CEDEAO qui avait à son ordre du jour, entre autres, la question du retrait de cette institution des 3 pays constituant la Confédération de l'AES. Mais à l'issue de ce sommet, la CEDEAO a pris certaines décisions sur ce sujet. D'abord, je constate que la Confédération de l'AES a confirmé le retrait définitif des 3 pays membres de la CEDEAO. Mais la CEDEAO, en réponse, ne s'est pas posé la question. Pourquoi ils sont partis? Elle est restée dans les anciennes méthodes. Les sanctions, le bâton, on menace de sanctions. Mais on a fait ça contre le Mali, ça a échoué. On a fait contre le Burkina, ça a échoué. On a fait contre le Niger, ça a échoué. Mais pourquoi on ne change pas? Les êtres vivants ont une caractéristique, c'est leur capacité de tirer des leçons de ce qui arrive. Comment une organisation des peuples, disons, moi je ne crois pas que c'est les peuples, des dirigeants, ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé. Au moins on devait s'asseoir, on a fait ça contre le Mali, quel a été le résultat, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, on vient les mêmes méthodes, les sanctions, les menaces, les punitions, les menaces de punition contre nos pays. Et le ridicule, c'est que le représentant de l'Union africaine, un fonctionnaire recruté sur appel d'offres, est allé donner une appréciation sur les choix des peuples des 3 pays. Un fonctionnaire payé sur ça, on peut le renvoyer à tout moment. Il n'est pas élu. Il va condamner le Niger, le Burkina et le Mali. Mais ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez quand au Mali il y a eu le changement de régime? C'était un fonctionnaire de la CEDEAO, avant la conférence des chefs d'État, qui a décidé de sanctionner le Mali. Mais pourquoi les Africains ne retiennent pas la moindre des choses, des leçons qu'ils ont apprises? Mais ces organisations, c'est très clair que c'est la conférence des chefs d'État qui prend une décision. Mais pourquoi un fonctionnaire va prendre des décisions? Bon, voici le problème des Africains. Dès que quelqu'un est dans un poste de responsabilité, il croit qu'il va faire ce qu'il veut. Or, il faut faire ce que la loi a dit. Donc, ce que ce fonctionnaire de l'Union africaine a fait, ce n'était pas la première fois. Heureusement, d'ailleurs, que le même jour, nos vaillants et brillants ministres des Affaires étrangères lui ont donné un coup de poing, au point qu'on n'en parle même plus, je ne sais même pas où est-ce qu'il est actuellement, parce qu'on a demandé à l'Union africaine carrément de tirer les leçons, parce que ce monsieur est venu se mêler de ce qui ne le concerne pas. Il a outrepassé ses missions. Il n'a pas comme mission d'aller donner une appréciation sur une décision politique d'un peuple souverain. Les gens ont l'impression d'oublier ça.
Mesdames et messieurs, la confédération de l'AES est le résultat d'un retrait simultané des 3 pays de la CEDEAO à travers la déclaration du 28 janvier 2024, qui est elle-même le produit d'une maturation. Parce qu'en réalité, cette déclaration fait suite à des preuves que nous avions que certains pays étaient instrumentalisés pour agresser le Niger, renverser le pouvoir établi, instituer des fantoches. C'était ce qui était en cours. Il s'était donné très peu de temps, mais nous avons pris de vitesse. Le Mali a tout de suite, avec nos frères et amis du Burkina, s'est joint au Niger et nous avons décidé de sortir de cette organisation où on ne respecte plus les lois. Parce que ce sont des étrangers qui viennent donner de l'argent à des Africains pour étouffer, affamer, tuer dans les hôpitaux d'autres Africains. Vous vous rappelez que le G5 Sahel a fait combien d'années à demander 2 milliards dans la lutte contre le Sahel? On n'a jamais trouvé. Et voici que la fameuse force d'attente de la CEDEAO, qui attend depuis 2012. Parce qu'elle a été créée, annoncée, disons, à l'occasion de l'investiture du président Macky Sall en 2012. La force d'attente. Ils avaient dit en ce moment que c'était 5000 hommes. À cette réunion, le ministre des Affaires étrangères français a surgi, donne ses sous, pour dire au président que non, 5000 hommes, c'est trop, par rapport à juste 500 bandits au nord du Mali. Mais quelle est son affaire? Que nous nous prenons, comme je dis, un marteau, un éventail, un pilon, pour écraser une mouche parasite. Quelle est son affaire? Et depuis 2012, cette malheureuse force d'attente-là, elle est en train d'attendre. Et c'est l'autre jour qu'on a dit qu'on lui a trouvé 3 milliards pour aller attaquer le Niger. 3 milliards qui viendraient de l'étranger. Donc l'étranger sort l'argent, on finance, on met le couteau dans la main d'un Africain qui va poignarder son frère. Mais nous avons appris à lire l'histoire. Parce que la différence entre l'homme et les autres êtres vivants, c'est qu'il tire les leçons, il analyse. Un grand philosophe a dit que celui qui ne tire pas les leçons de l'histoire ou qui ne connaît pas l'histoire est appelé à la répéter. Et nous avons regardé ces dernières années, qu'est-ce qui est arrivé chez nous? Mais celui qui ne peut pas tirer les leçons, vous avez une force d'attente qui attend depuis 2012. Et vous ne pouvez pas tirer les leçons, vous dire que cette force d'attente-là, elle ne vaut rien. Elle ne peut rien faire. Vous venez faire les bagabaga contre le Niger encore, que cette force d'attente va se lever et quelqu'un va vous donner 3 milliards. Mais nous avons dit très clairement à ceux qui étaient des va-t-en-guerre, nous les avons mis en garde. J'ai utilisé la boutade, ce n'est pas comme ça qu'on a parlé bien sûr, mais j'ai utilisé la boutade en disant que nous avons été très clairs. Celui qui touche à un cheveu du Niger, nous allons lui raser la tête. Parce qu'après le Niger, c'est le Burkina, après le Burkina, c'est le Mali. Nous savons ce qu'ils préparent. Ils font de la stratégie en faisant croire que c'est le Niger parce qu'ils les croient plus faibles. Comme tout le monde a peur du Mali, nous les avons tous chassés de chez nous. Donc ils veulent nous encercler. Et donc on s'est mis ensemble. On leur a dit que celui qui touche le Niger, il va voir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tus. Cette force a continué à attendre. Jusqu'à présent, elle attend d'ailleurs. Et puis, un jour, le 30 juillet, ils se réunissent, qui sa force d'attente est prête. Ils vont venir tomber sur le Niger. Mais le 31, nous avons fait une déclaration commune pour être très clair. C'est là-bas qu'on a décidé que celui qui touche le Burkina cette fois-ci, le Niger cette fois-ci-là, il touche nos 3 pays. Les frères se sont donné la main pour faire face à l'adversité et à celui qui se laisse instrumentaliser par des forces étrangères. Parce que cette partie de l'histoire, on l'oublie. Les gens pensent que
Assimi Goïta, Draman Chani et Traoré se sont retrouvés au Niger, ils ont décidé qu'on sort. Mais il y a un processus. Donc le 30 juillet, ils ont décidé qu'ils vont tomber sur le Niger. Le 31 juillet, nous leur avons dit que si vous tombez sur le Niger, nous considérons que c'est un acte d'agression contre tous nos pays. Et déjà le 23 septembre, vous vous rappelez, à la tribune des Nations Unies, à la 78e session, lorsque le ministre des Affaires étrangères du Niger a été empêché de rentrer pour s'exprimer, le ministre des Affaires étrangères du Mali a pris les choses en charge et nous avons parlé au nom de nos deux pays. Il a parlé brillamment au nom du Mali et du Niger. Beaucoup semblent oublier cela parce que le 7 septembre, je voulais vous rappeler, il y a eu l'attaque du bateau de Tombouctou, plusieurs centaines de morts. Est-ce que vous savez que la CEDEAO a tenu un sommet après? Ils n'en ont même pas fait cas. Même une simple lettre de condoléances au président du Mali. Un pays s'est opposé aux Nations Unies. Donc ça veut dire que les Maliens peuvent mourir. Ce n'est pas leur affaire. Mais nous avons pour ainsi de la gigote. Si vous ne prenez pas au sérieux, mais nous on se défend. Des centaines de Maliens meurent. La CEDEAO se réunit. Elle ne fait même pas cas de ça. À l'ONU, on ne fait même pas cas de ça. Mais comment vous pouvez comprendre ces comportements? On ne peut pas continuer à accepter des choses comme ça. Mais il se trouve qu'en ce moment, nous avions le plan pour prendre Kidal. Nous avons pris Anéfis. Nous avons pris Kidal. Nous avons chassé toutes ces forces maléfiques qui étaient chez nous en train de nous tromper. Takuba, G5 Sahel, Barkhane, MINUSMA, que sais-je encore, EUTM, ECAP, qui viennent former nos militaires, et on ne donne pas des balles aux militaires. Non, qu'ils ne donnent pas d'armes létales. Mais ce n'est pas les mêmes qui disent qu'ils vont donner des armes létales pour tomber sur le Niger. Ce n'est pas les mêmes qui envoient des instructeurs dans un pays européen de l'Est avec des armes létales. Mais les gens pensent que nous, on ne réfléchit pas. Mais on compare tous les jours que Dieu fait. Et on s'est rendu compte que notre destin doit être pris en main par nous-mêmes et nos peuples. Personne d'autre ne le fera. Parce que lorsque vous avez à la tête des États des gens qui ont décidé d'être des agents d'exécution des décisions politiques des pays extra-africains, nous ne pouvions pas continuer à accepter cela. Et, mesdames et messieurs, lorsque le 14 novembre, nous avons pris Kidal, après 13 ans d'occupation, la CEDEAO n'a rien dit. Pour eux, c'était un non-événement. Et pourtant, depuis 13 ans, l'État malien a été obligé d'être chassé de Kidal. Et pourtant, quand ces forces arrivaient à Kidal, il nous avait dit, vous vous rappelez du fameux discours de François Hollande, la force Serval va au Mali pour premièrement détruire détruire le terrorisme. Deuxièmement, imposer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Troisièmement, appliquer les résolutions des Nations Unies. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Depuis 2013, le terrorisme qui était confiné au nord du Mali a pris les 80% du Mali. Le terrorisme qui n'était pas au Burkina ou au Niger, où nous avions des présidents qui pensaient que c'est en se mettant au service d'autres contre le Mali que leur pouvoir va durer, s'est étendu dans ces pays. Le terrorisme est allé frapper à Grand Bassam. Le terrorisme, à partir de 2019, s'est installé au nord du Bénin et du Togo. Mais donc la première version, c'était du mensonge. Parce que vous savez, les Africains, le problème que les Européens ont utilisé les mentalités. Un Africain, ils ont deux comportements vis-à-vis de lui. Ils le caressent dans le sens du plat pour le flatter devant les gens, comme un gros bébé. Et quand ils sont seuls, on le menace pour qu'il accepte tout. C'est les deux méthodes qu'ils utilisent. Devant les caméras, c'est des amis, des accolades, mon frère et ami. Mais quand ils rentrent dans la salle, ils le menacent. Et finalement, ils ont toujours ce qu'ils veulent. Mais ça ne peut pas marcher avec nous. Nous n'avons pas besoin qu'on nous fasse des compliments. Nous voulons qu'on règle les problèmes.
Et donc, pendant 10 ans, le terrorisme s'est étendu. Quant à l'autorité de l'État au nord du Mali, je répète ces choses-là pour que les Africains et les Maliens comprennent. Mais qui a empêché l'État malien d'aller à Kidal? Mais c'est l'État français. Notre président de transition avait demandé un appui aérien et un renseignement. Il n'était jamais question de militaires français. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont empêchés d'aller à Kidal. Après, ils ont amené 5000 militaires de certains pays africains, avec un budget de 1 milliard de francs CFA par jour. Pendant 10 ans, on exploite de l'or, on amène des milliers de citoyens d'autres pays africains. À Kidal, à Gao, de l'or. Où va l'or? Personne ne sait. Mais il y a une petite partie qui vient alimenter l'oligarchie à Bamako, composée de politiciens, de juges, de militaires, tous ceux qui ont de l'influence pour nous maintenir dans l'esclavage. Jusqu'au jour où Dieu a délivré le peuple malien, ils ont été chassés. Est-ce que vous savez qu'il y avait des gens qui ont 96 millions de francs CFA par jour, par mois disons, dans l'exploitation de l'or, ceux qui se sont mis à leur service? Ça, c'est la petite quantité qu'on donne à ces valets-là. Mais le reste va, on ne sait où. C'est pourquoi il y a des pays où on ne produit même pas de l'or, mais qui ont des milliers de tonnes d'or dans leur trésor. Mais nous, on lit tout ça. Aucune route, aucun puits pendant 10 ans au nord. Toutes les populations sont parties. Tous ceux qui peuvent faire les affaires économiques, les hommes d'affaires, assassinats ciblés, pour créer un vide. Et on dénigre les militaires. Moi, j'ai écouté des généraux se moquer de nos militaires. Ah, les militaires. Et puis, il y a des hommes politiques aussi qui leur emboîtent le pas. Il y a des hommes politiques ici qui disent « Ah oui, au Mali, il n'y a pas de militaires. Ils ne sont bons que pour les défiler les coups d'État. Dès que tu tires, ils fuient. » Et j'entends des généraux dire là, non, non, non. Même les véhicules qu'on leur donne, ils les vendent. Ils enlèvent le moteur, ils enlèvent les pneus. Pour décourager les Maliens. Pour amener chez eux, cultiver chez nous le rejet du militaire. Heureusement, comme je dis, notre peuple a été délivré. Notre armée nous a restitué notre dignité et notre honneur. Mais ce sont les mêmes militaires, les mêmes terroristes renforcés d'ailleurs. Pourquoi on a pris Anefis? Pourquoi on a pris Ber? Pourquoi on a pris Kidal? Parce qu'il y a une prise de conscience. Et c'est pour cela que vous aurez compris, moi depuis des mois, je fais ce qui nous est confié, parce que le président dit Beki Djoyorala. Nous, on parle pour éveiller les consciences. Parce que un militaire, quand il tire une personne. Mais quand tu parles, c'est des milliers de personnes qui comprennent. C'est ce que nous sommes en train de faire. Décomplexer les Maliens, aimer leur armée, respecter les militaires, les sacraliser. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et dans l'affaire de l'AES, on est en train de leur porter l'estocade de la contradiction. C'est eux qui ont créé les conditions du retrait des pays de l'AES. Et ils vont se réunir. Est-ce que vous imaginez cette CEDEAO? Les gens ne payent même pas leurs cotisations. C'est l'Union européenne qui paye leurs cotisations. Et c'est eux qui complètent leur budget. Vous imaginez dans le siège de la CEDEAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDEAO pour manipuler. Vous avez vu le dernier sommet? C'est une ministre d'un autre pays qui vient. Vous avez vu la photo, elle donne des instructions, le doigt en l'air au président de la commission, comme un élève qu'on a surpris dans les toilettes. On lui fait comme ça, la tête baissée. Président de la commission de la CEDEAO, un ministre, un sous-ministre d'un autre pays. Et c'est ce monsieur qui vient nous menacer. Mais ils ne connaissent pas les Maliens. Nous, nous sommes un peuple de guerriers. On a renvoyé les Français. Et tous les présidents qui se sont attaqués au Mali, en Afrique, ils ont tous mal fini. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, laissez-nous en paix. Nous réglons nos problèmes, réglez vos problèmes. Mais tout État, tout dirigeant
qui va s'attaquer au Mali, utiliser le Mali comme commerce pour rester au pouvoir, Dieu va le sanctionner. Je peux en citer à floraison, pour des raisons diplomatiques, je ne vais rien dire. Mais ceux qui s'acharnent contre nous, qui savent ce qui les attend, on ne mettra pas de bases étrangères chez nous. Depuis le président Modibo Keïta, il a chassé les bases étrangères. Moussa Traoré les a éloignés. ATT est venu, ils ont tout fait parce qu'ils se disent que c'est un homme qui peut manipuler. ATT a refusé. Quand ils ont installé la base, comment ils l'appellent, au Burkina, en 2019, je ne sais pas, il a un nom, c'est une base secrète. Comme aujourd'hui, ils ont caché ça à la population et aux médias. Cette base est restée jusqu'à récemment. Quand le pouvoir qui l'a amené est parti, cette base-là est tombée. Pendant cette période, ils ont voulu installer une base au Mali. ATT leur a dit non. L'armée malienne ne va jamais accepter ça. Donc c'est dans notre ADN. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont instrumentalisé des terroristes pour obliger notre président de transition à leur faire appel. Mais même là, il a mis une nuance. Il a dit appui aérien et renseignement. Il ne leur a jamais dit de venir s'installer chez nous, mais ils sont venus. Est-ce que vous savez que même cette lettre-là, qu'ils ont fait écrire à notre président, parce que c'est leur ambassadeur qui a fait des va-et-vient faire signer, quand on l'a cherché, il n'y en avait pas dans les archives au Mali. Pour trouver ça, on a été sur le site internet de leurs institutions. C'est là-bas qu'on a trouvé la copie de la lettre du président par intérim du Mali, qui appelle l'opération Serval. Mais vous croyez que ça peut continuer? Le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé que nous n'allions plus continuer à faire comme le passé. Et c'est pour cela que vous avez vu l'AES, c'est des organes très légers. On n'a pas créé une bureaucratie, on va mettre des agents qu'on va corrompre. C'est de façon tournante. Il n'y a pas une structure où on va placer des sièges, faire des luttes pour placer des cousins, des parents, des affidés pour vendre l'Afrique. Mais chez eux là-bas, je vous ai dit qu'à la CEDEAO, mais est-ce que vous avez vu un sommet de l'Union européenne ou de ces pays où des Africains sont dans la salle? Mais ces gens-là, dans toutes les réunions, c'est des gens des autres pays qui sont dans la salle. On les manipule dans les couloirs. Les militaires qu'on envoie là-bas, on les manipule. En réalité, on dit que mais ils sont au service de ces pays. Sinon, qu'est-ce qu'un militaire de l'Union européenne va venir faire dans les bâtiments de la CEDEAO? Qu'est-ce qu'il vient faire là-bas? Mais nous savons ce qu'il fait. Nous connaissons son nom. Je ne veux pas le dire seulement pour des raisons que vous comprenez. Nous savons de quel pays il vient. Les gens avec lesquels ils sont en contact, et là-bas et ici, on le sait. Mais il faut que les gens arrêtent. Il faut que les Africains tirent les leçons de ce qui est arrivé ici et là. Vous savez, la polémique qu'il y a aujourd'hui entre un président de l'AES et certains pays par rapport à un président de l'AES et le Niger, disons, et certains pays par rapport aux bases secrètes. Les bases secrètes là, personne ne les a jamais reconnues. Est-ce que vous avez jamais entendu un pays dire « Ah oui, je reconnais qu'il y a des bases secrètes chez moi ». Généralement, quand les surprend la main dans le sac, ils ont deux attitudes. Ou bien ils se taisent en attendant que la tempête passe, ou bien ils se lèvent le verbe très haut pour faire des dénégations. Ah, des journalistes étrangers peuvent venir enquêter. Mais ceux qui l'ont dit, des journalistes étrangers ont été enquêtés l'autre jour, ils ont caché. Oui, j'ai oublié la base au Burkina, c'était base Sabre, en 2019. Mais on a caché ça même au peuple burkinabé. C'est une base secrète. Ils ont voulu la mettre au Mali, ATT a refusé. Le président qui était là-bas pensait qu'en faisant leur jeu, ça lui permet de durer au pouvoir. Mais après, le peuple burkinabé s'est soulevé, on l'a fait partir. Les bases secrètes, c'est pourquoi ça s'appelle secrète. Ils ne les reconnaissent jamais. C'est de cette base-là qu'ils avaient prévu de tomber sur le Niger, renverser le régime. C'est pour cela que le 28 janvier, nous nous sommes retrouvés. On a dit qu'on quitte cette maléfique organisation pour qu'on ne se sert pas de ces textes pour nous brimer. Mais ces aspects, on les oublie.
Comme si les présidents ont pris leur avion, ils ont été à Niamey, ils ont dit, bon, on crée l'AES. Ou ceux qui disent, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais nos peuples ont existé avant la CEDEAO. Pourquoi ils vont pas? Ça me rappelle exactement quand on chassait la MINUSMA d'ici. On dit, mais qu'est-ce que les Maliens qui travaillent là-bas vont devenir? Mais ces Maliens existaient avant la CEDEAO. Vraiment, je voulais dire que tout cela doit amener les Africains à comprendre. Notre dessein doit dépendre exclusivement de nous, de nos peuples, de nos dirigeants. Et je termine par une dernière mise en garde. Je l'ai dit, je le répète. Je ne veux pas jurer, mais je suis sûr. Tous les pays, tous les dirigeants, qu'ils soient africains ou ailleurs, qui se mettent dans des complots contre notre peuple, ils vont payer ça. L'agenda de Dieu est différent de celui des hommes. Il y en a qui vont perdre les élections, ils vont fuir le lendemain. On a vu ici. Dès le lendemain, ils ont fui. Pourtant, ils ont tout fait. Emprisonner 1000 personnes, tuer 60 personnes, emprisonner des avocats, violer toutes les lois pour pouvoir éliminer un adversaire politique. On dit que c'est la démocratie. Mais la démocratie, c'est les lois. Lorsqu'on utilise tout ça, le nombre de personnes, si c'était dans un régime militaire qui a eu 60 morts d'un coup, ils allaient dire, mais ça c'est la dictature militaire. On est en train de tuer la population. Mais ceux qui sont morts dans ce pays-là, ce n'est pas des citoyens. Mais on dit que le président est démocrate. Ou on fait un coup d'État au Niger, on dit qu'on va faire une réunion de défense à Paris. Et quelques jours après, il y a un coup d'État dans un pays africain. Ils disent, non, on va suivre ce qui va se passer là-bas. Et puis, quelques jours après, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Joseph Borrell, il réunit les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l'Union européenne à Toledo, en Espagne. Il leur dit, hey, attention, hein, en Afrique, là, nous avons des intérêts. Il faut qu'on cherche à les comprendre. J'ai dit, ah bon? Toi, tu te réveilles à 14h, nous, on est sur pied depuis 6h. Tu viens nous apprendre maintenant. Bon, est-ce que les Africains, il n'est pas temps que nous comprenions cela? Que les peuples comprennent cela? Nous n'allons jamais accepter cela. En tout cas, le peuple malien ne l'acceptera jamais. Je l'ai rappelé d'ailleurs à l'adjoint du ministre des Affaires étrangères français en 2021, après notre retour des Nations Unies. Il est venu me bagabaga dans mon hôtel. Quand il a fini son bagabaga là, il a dit, mais allez-y réviser vos cours d'histoire. Il y a des pays que vos arrière-grands-parents ont colonisés en 6 mois, en 1 an. Mais pour coloniser le territoire malien actuel, vos arrière-grands-parents ont mis 38 ans de guerre entre 1878 à Saboussiré et 1916 à Menaka. 38 ans de guerre. Et pendant les 70 ans de la colonisation, quand ce n'est pas les Tamasheks, c'est les Soreilles, c'est les Peuls, c'est les Dogons, c'est les Mianka, les Bobos, les Senoufos, les Sarakolés, ils n'ont jamais eu la paix. Il est donc dit, ne vous trompez pas de peuple. Nous sommes réfractaires à la suggestion. Deuxièmement, vous n'avez pas les dirigeants auxquels vous étiez habitués, que vous tapez dans l'épaule, vous les flattez devant les gens et puis vous allez les menacer dans les chambres. Nous, personne ne nous menace sauf Dieu et nos peuples. C'est deux seuls qu'on a peur. Assimi Goïta n'a pas besoin de vos visas. Il n'a pas de compte chez vous. Nous n'avons pas besoin de vos visas. Nous n'avons pas de compte chez vous. Il quitte quand il est dans son bureau. Donc, vos visas, là, si vous l'interdisez, c'est assez démocratiquement élu. Quand on dit qu'on a coupé le visa, il tombe malade. Ce n'est pas ces gens qui sont à la tête du pays aujourd'hui. Donc, je lui ai dit d'aller réviser ces leçons d'histoire. Il me dit, oui, les Russes, eux, ils les ont vus en juillet. Les Russes ne feront rien au Mali. J'ai dit, mais tu es en retard. Moi, j'ai vu notre ministre des Affaires étrangères a parlé avec le ministre des Affaires étrangères russe en septembre. Vous avez parlé en juillet pour aller leur dire de ne rien faire au Mali. Mais nous, on a parlé avec eux en septembre. Ils disent qu'ils vont respecter tous leurs engagements. J'ai dit, donc, tu as donné son caduc, monsieur l'ambassadeur.
Donc vraiment, regagnez votre bureau et attendez un autre dirigeant pour le menacer. Ça, c'est fait le lendemain du 24 septembre. Et c'est ce que nos présidents continuent. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un processus de conservation de la dignité de nos peuples qui a conduit à la création de l'AES. Ce n'est pas les caprices de 3 personnes seulement. C'est ailleurs qu'il y a les caprices. Parce que si on demande à ces peuples-là, les peuples ne vont jamais l'accepter. Je vous ai donné l'exemple. Certains avaient pensé que les terroristes, c'est au Mali seulement. Ils ont voulu faire de leur pays une base arrière. C'était le Burkina en 2013-2014. Ils ne savaient pas que ça allait arriver chez eux. Au Niger, c'était la même chose. Le terrorisme est arrivé au nord du Bénin depuis 2019. Si les gens continuent à cacher ces bases pour attaquer les pays de l'AES, non seulement ça ne réussira pas, mais comme j'ai dit, en tout cas, tout pays qui va attaquer le Mali, je ne connais pas les autres, il va mal finir. Il faut donc nous laisser en paix. Que chacun fasse ce qu'il veut chez lui. Mais qu'on ne vienne pas se mêler de nos affaires intérieures. Vraiment, mesdames et messieurs, ce sont ces choses-là que je voulais expliquer pour que tout le monde entende et tout le monde comprenne. Moi, j'ai écrit depuis 2019 la faillite de l'État malien. Toutes les prises de position officielles dans les institutions françaises, au Sénat, à l'Assemblée, au gouvernement, des gens qui ont dit qu'il faut diviser le Mali. Je l'ai édité en 2019. Ils ont dit que je suis un subversif avec des bagabagas. C'est ce qu'ils font. Je vous ai dit, quand ils vous voient, ils vous menacent, quand vous êtes deux. Quand il y a des gens, on vous caresse, vraiment, vous êtes un ami, un pays ami. Nous, ça ne marche pas chez nous. Hein. On regarde les faits. D'après Lénine, en russe, on dit « fakti ou priami ». Ça veut dire que les faits sont têtus. Il y a des gens qui les répètent, ils ne savent même pas de qui ça vient. Nous, on regarde les faits. Les compliments qu'on donne aux Africains, qu'on essaie de prendre comme des gros bébés, ça ne marche pas avec nous. Voici les messages, mesdames et messieurs, que je voulais vous délivrer et vous dire que les Maliens comptent sur vous. La réforme de la justice, en même temps que ce que l'armée est en train de faire. Parce que les militaires ont accompli près de 80% de leur travail. Hein. Mais le reste de la société, on est en train de commencer. Hein. Vous avez vu, les états généraux n'ont pas fini de se tenir. Le peuple attend tout de vous. Parce que la force et la justice, c'est ce qui va faire une société. Dans un pays, les citoyens doivent avoir peur de la force de l'État et avoir honte des sanctions de la justice. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare solennellement ouverte la cérémonie des États généraux du notariat du Mali. Merci bien, Dieu vous bénisse.